C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, Jacob Zuma, candidat, l'ex-président sud-africain, va pouvoir se présenter aux élections législatives prévues fin mai. Une condamnation à la prison en 2021 avait poussé la commission électorale à l'exclure du scrutin, mais le tribunal électoral a annulé la décision en appel. L'inquiétude en République démocratique du Congo. La situation sécuritaire dans l'est du pays est préoccupante. Selon les Nations Unies, au moins 165 000 personnes ont fui les affrontements rien qu'au mois de mars. Les combats entre le M23 et les forces armées congolaises se poursuivent dans le Nord Kivu. Nous serons à Kinshasa dans ce journal. Et à la fin de cette édition, nous irons en Tunisie, dernier jour de jeûne pour les musulmans qui se préparent à la fête de l'Aïd. Mais vous allez voir que le Ramadan n'est pas qu'un mois de prière, c'est aussi un mois festif avec ses traditions et ses pratiques. Reportage à suivre. Jacob Zuma, candidat aux législatives. La commission électorale l'avait pourtant exclu du scrutin en raison d'une condamnation à la prison en 2021. Mais le tribunal électoral a annulé cette décision en appel. Les détails avec Sophie Lamotte. C'est le soulagement pour les partisans de l'ancien président Jacob Zuma qui était venu lui porter soutien devant le tribunal de Johannesburg. Pour nous, il faut que Zuma se présente. Il est comme notre père. C'est écrit dans la constitution sud-africaine, toute personne condamnée à une peine de prison supérieure à 12 mois ne peut pas se présenter aux élections présidentielles. Jacob Zuma, poursuivi dans plusieurs affaires de corruption, a été condamné à 15 mois de prison pour outrage à la justice en 2021. Mais grâce à une remise de peine écourtée à 3 mois pour raison médicale, il pourra finalement représenter son parti aux élections du 29 mai prochain. Si beaucoup de gens ont dit qu'ils voulaient que je me présente, qui peut s'y opposer parce que nous gouvernons selon la règle de la majorité et que c'est dans la Constitution? Comment peuvent-ils ne pas être d'accord avec cela? Les élections s'annoncent compliquées pour l'ANC qui pourrait bien perdre sa majorité pour la première fois en 30 ans. Pour cause, de multiples scandales de corruption et blanchiment d'argent et son incapacité à relever une économie en berne, plombée par un chômage endémique et une pauvreté croissante. Selon les derniers sondages, le parti historique créé par Nelson Mandela remporterait un peu plus de 40% des voix, contre quelques 27% pour le premier parti d'opposition, l'Alliance démocratique. Pour sa part, le MK, Umkhonto we Sizwe, pourrait remporter 15 à 20% des voix en mai prochain. Si vous regardez l'ANC dirigée par Ramaphosa et ce que le pays est devenu ici en Afrique du Sud, il y a un sérieux besoin de changement. Les Sud-Africains l'ont compris, il n'y a pas de place pour les petits partis politiques. Si vous voulez retirer l'ANC du gouvernement, le seul moyen d'y parvenir est de passer par le parti MK. Depuis l'adhésion de Zuma au parti MK, l'ANC cherche à se distinguer de ce dernier et a déposé une requête en urgence contre l'utilisation illégale des marques, symboles et de l'héritage de l'ANC. On fait le point à présent sur la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Elle est très inquiétante. Selon les Nations Unies, au moins 165 000 personnes ont fui les affrontements rien qu'au mois de mars. Des combats sont régulièrement signalés dans le Nord Kivu. Ils opposent toujours le M23 soutenu par le Rwanda aux forces armées congolaises appuyées par des milices locales et les troupes de la SADC. Les précisions à Kinshasa d'Aurélie Bazaraki-Bangoula. La situation sécuritaire est, je cite, de plus en plus volatile dans l'est de la RDC. C'est ce qu'a annoncé ce week-end la MONUSCO dans un message adressé à son personnel. La mission onusienne précise que des éléments du M23 ont atteint la périphérie nord de Sake et qu'ils menacent de couper l'axe Sake-Goma. Alors des combats sont régulièrement signalés dans les territoires de Masisi et de Rutshuru. 3 soldats tanzaniens de la SADC ont d'ailleurs été tués et 3 autres blessés le 6 avril. Le communiqué de la SADC précise qu'un obus de mortier ennemi est tombé près d'un camp où il se trouvait. Un soldat sud-africain est aussi mort à l'hôpital des suites de problèmes de santé. Alors ce ne sont pas les premières pertes de la SADC. En février déjà, 2 soldats sud-africains ont été tués par des tirs de mortier, toujours dans la même zone, régulièrement ciblés par des tirs. Alors ces combats aggravent la situation humanitaire déjà alarmante. Rien que pour le mois de mars, 165 000 personnes ont fui les combats selon les Nations Unies. Au total, plus de 2 millions de personnes sont déplacées dans le Nord Kivu. Les camps sont surchargés et les conditions de vie inhumaines. Médecins sans frontières lance une nouvelle alerte sur une épidémie de choléra.
Au Togo, 6 membres de la dynamique Monseigneur Pozro, une faction de l'opposition politique, sont devant la justice ce mardi. Certains ont été interpellés mercredi dernier alors qu'ils menaient une campagne de sensibilisation sur la révision constitutionnelle sur un marché de Lomé. Les autres ont été arrêtés le même jour dans la résidence de la vice-présidente du mouvement. Ils étaient réunis pour discuter des stratégies de sensibilisation contre la nouvelle loi constitutionnelle. Ils ont été placés en détention. La justice les poursuit pour troubles aggravés à l'ordre public. Écoutez le porte-parole du DMK. Nous ne faisons que demander leur libération pure et simple, puisque c'est une organisation bien reconnue par l'État togolais et c'est dans cette organisation qu'ils ont mené ces activités-là. Donc si on modifie la Constitution ou on change la Constitution, on doit associer tout le monde. Raison pour laquelle nos camarades sont allés sur le terrain pour sensibiliser et mobiliser la population à dire non à une modification illégale, à une modification illégitime. Et puis sachez que les autorités togolaises ont interdit les manifestations de l'opposition programmées le 11, 12 et 13 avril. L'opposition, quant à elle, a annoncé aux autorités qu'elle maintenait ces manifestations du 12 et du 13 avec un nouvel itinéraire. Au Sénégal, le président Bassirou Diomaye Faye entame sa 2e semaine à la tête du pays. Parmi les principales ambitions de son quinquennat, la souveraineté économique. Quels sont les défis à relever pour y parvenir? Reportage à Dakar d'Eliman Dao. C'est avec un large sourire que Makhtar Diop envisage le quinquennat de Bassirou Diomaye Faye. La société financière internationale qu'il dirige a investi 500 millions de dollars au Sénégal en 2023. Il se dit conscient de la volonté du président sénégalais d'impulser des partenariats gagnant-gagnant pour le pays. Nous sommes tout à fait à l'aise et nous sommes encouragés d'entendre cela. Il est extrêmement important d'avoir des autorités, une capacité, une volonté de formuler des politiques qu'elles désirent mettre en œuvre dans leur pays, dans leur propre pays, et nous sommes là pour les accompagner. La balance commerciale du Sénégal est déficitaire à hauteur de 4 000 milliards de francs CFA, selon les chiffres les plus récents de l'Agence nationale de la statistique en 2022. Pour ce journaliste spécialiste des relations internationales, le président Bassirou Diomaye Faye devra inverser cette tendance pour matérialiser sa vision économique souverainiste. La France profite beaucoup plus de sa relation avec le Sénégal que notre pays ne profite de sa relation avec l'Hexagone. Vice-versa également avec les États-Unis, avec la Turquie, avec la Russie. Il faut que cette dynamique-là change. Pour moi, c'est là où se trouve le principal challenge pour Bassirou Diomaye Faye. Pour relever ce défi, le Sénégal pourra compter sur ses ressources pétrolières et gazières dont l'exploitation est prévue à partir de cette année 2024 et qui devrait accroître les exportations du pays. Autre défi pour cet économiste, la dette importante du pays. Elle dépasse les normes dans l'Union économique ouest-africaine. Dans notre zone, nous avons ce qu'on appelle les critères de convergence. La dette ne doit pas dépasser 70%. Nous sommes à 80%. Il appartient maintenant à ce nouveau régime-là de définir rapidement des stratégies pour pouvoir trouver d'autres instruments afin de régler le problème. Le gouvernement du Sénégal, qui a la charge de matérialiser cette vision d'une économie souveraine du président Bassirou Diomaye Faye, avec à sa tête le Premier ministre Ousmane Sonko, entre officiellement en fonction cette semaine. C'est la course contre la montre pour Samuel Eto'o. Le président de la Fédération camerounaise de football a jusqu'à minuit pour proposer une liste de 3 noms au comité exécutif de la Fédération pour le poste de sélectionneur. Pourtant, techniquement, les Lions indomptables en ont déjà un. Le Belge Marc Brice a été recruté au préalable par le ministère des Sports. Cette situation peut coûter cher à la FECAFOOT. La FIFA peut suspendre une équipe en cas d'ingérence politique. La correspondance à Yaoundé de Marcel Amoko. Samuel Eto'o, le président de la Fédération camerounaise de football, était aux abonnés absents lors de la signature des contrats du nouveau staff des Lions indomptables, dirigé par le Belge Marc Brice et recruté par le ministre des Sports, Narcisse Mouele-Kambi. Raison invoquée, l'invitation lui est parvenue tardivement, mais surtout il est occupé à préparer les obsèques de son père qui auront lieu le week-end prochain. Mais à y regarder de près, l'absence de Samuel Eto'o et des représentants de la FECAFOOT à cette cérémonie est tout sauf une surprise lorsqu'on sait que la FECAFOOT
continue d'affirmer qu'elle n'a pas été associée au recrutement du technicien belge de 61 ans et a même demandé à Samuel Eto'o de lui proposer une liste des candidats pressentis pour diriger les Lions indomptables sous 72 heures, un délai qui expire ce mardi. Ce bras de fer entre le ministère des Sports et la Fédération camerounaise de football n'a pas empêché au technicien belge de paraffer un contrat de 2 ans et demi en même temps que tous les autres membres de son staff, son premier poste en tant que sélectionneur d'une équipe nationale. Je suis très content de cette heure et c'est à nous maintenant de réaliser tous les rêves que vous avez. Je pense que et les joueurs bien sûr, mais aussi le peuple, ils ont besoin d'un résultat. Et on va essayer. Jusqu'où ira-t-on dans cette crise entre le ministère des Sports et la Fédération camerounaise de football? Difficile de le savoir, mais une chose est sûre, le temps presse puisque les Camerounais vont jouer contre l'Angola et le Cap-Vert dès le début du mois de juin prochain dans le cadre des éliminatoires à la Coupe du Monde 2026. Le Ramadan touche à sa fin, l'occasion pour nous de revenir sur certaines traditions du mois sacré. En Tunisie, les pratiques festives et culturelles se conjuguent au recueillement spirituel. Les activités nocturnes, notamment pour les cafés et la street food, permettent aussi d'avoir un complément de revenus en période de crise économique. Reportage de Lilia Blaise et Hamdi Tlili. À Béja, une ville au nord de Tunis, le soleil va bientôt se coucher et Hamet prépare sur le toit de la mairie une tradition un peu spéciale. Il va faire détonner des petites ampoules remplies de poudre pour annoncer la rupture du jeûne. Là, on fait entrer l'ampoule dans le trou comme ça. C'est une grosse responsabilité. Certains jeûneurs attendent la détonation pour commencer à manger. Même s'il y a aussi l'appel de la mosquée, ils ont besoin de ce son. Cette pratique ancestrale n'existe plus partout. Elle date de l'ère ottomane où l'on tirait un coup de canon. Pour cet enseignant, il faut la préserver. Pour moi, ça fait partie du ramadan, tout comme l'odeur du pain frais dans les boulangeries juste avant la rupture du jeûne. Les senteurs des épices, des tagines, c'est vraiment spécial. Et à l'heure pile de la rupture du jeûne, le premier coup est tiré. À la nuit tombée, de retour à Tunis, c'est la Médina qui prend vie avec des spectacles gratuits dans toute la vieille ville. Ils sont organisés par le programme Tounes Wajetouna, soutenu par l'Union européenne et les ministères des Affaires culturelles et du tourisme. Dans les ruelles, certains cafés sont éphémères, montés juste le temps du mois saint, comme celui de Mourad, qui vend d'habitude des sandwichs en journée. On s'est entendu avec les autres commerçants, vu qu'il n'y a pas beaucoup de place. Chacun s'entraide et fait son petit café. On travaille ensemble pour installer les chaises, etc. Et chacun gagne ainsi son pécule. Avant l'aube, la foule se presse à Beb el Hadra, une autre porte de la Médina pour déguster le srour, la collation avant de reprendre le jeûne. La vedette, le bol de dora, à base de sorgho, une crème qui donne de l'énergie pour la journée. Pour moi, ça fait partie intégralement du ramadan. Bon, j'habite en Belgique, on n'a pas ça, donc je suis venu en vacances et j'essaye de me régaler. Voilà. Pour la plupart des jeunes et des familles qui tiennent ces stands provisoires, les bénéfices tirés de ces traditions culinaires permettent de financer certaines dépenses de la fin du ramadan, la fête de l'Aïd. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Merci aux équipes en régie, merci à notre chef d'édition Aline Bottin, merci à nos correspondants et merci à vous pour votre fidélité. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.